Mon exposé porte sur 2 points. Rapidement, je vais me prononcer comme philosophe et théologien. D'abord, l'ouvrage lui-même, si je dois dire en un mot déjà que, je le cite déjà, opérant à la fois comme une catégorie originaire, matérielle et fantasmatique, la race aura été, au cours des siècles précédents, à l'origine de maintes catastrophes à cause de dévastations psychiques inouïes et d'innombrables crimes et massacres. Page 11, à l'introduction déjà. Donc, première chose que je voulais dire dans cette prise de parole, c'est dire que s'il n'y avait pas ces massacres, ces génocides, en gros, ça devait nous faire rire que le monde, les humains, aient passé des siècles pour circonscrire et limiter la destinée d'un être humain par l'apparence de sa peau. Ça devrait vraiment être objet de riser pour rire, mais malheureusement, ça crée des génocides. Hein? L'Amérique du Nord, les États-Unis, Caraïbes, presque tous les 6 mois, j'ai fait des conférences, aussi bien en Europe qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique, dans les Antilles. Je peux voir que ça fait des dégâts. En parler, ce n'est pas, oh, vous savez, c'est des choses du passé, vous êtes des rancuniers. Non. C'est juste restituer. C'est un travail d'analyse critique. C'est là qu'Mbembe, je suis d'accord avec vous, Abdoulaye Emeredite, sur il faut restituer. On ne peut pas guérir ni faire la paix sans dire la facticité, la positivité, l'empiricité des faits. Première chose. Donc la race a été objet de génocide. Le Code noir, de toutes les puissances coloniales, la France a édité le Code noir, où à l'article 44, j'en parle souvent dans mes ouvrages, l'article 44 dit que l'esclave c'est un meuble. Allez aux Antilles. C'est actuel, c'est-à-dire plus la couleur de la peau va vers le blanc, plus tu es valorisé, que tu sois imbécile ou bien intelligent. Ce sont des faits. Et même dans les communautés noires, dans les grandes métropoles occidentales, antillais africains, ce n'est pas toujours le grand amour. Okay? Vous voyez jusqu'où l'idiotie qui s'est sédimentée, qui s'est cristallisée. Mon frère, tu ne peux pas dire ça, tu n'auras pas de travail. Alors, vous voyez, ça fait 5 siècles que l'humanité est dans la bestialité. Première chose. Deuxième chose, toujours au niveau philosophique, je vais finir par la théologie, au niveau philosophique, la race opère comme une catégorie à la fois épistémique et politique. Je m'explique. Catégorie épistémique, ça signifie qu'il y a une volonté de savoir. Et catégorie politique, il y a une volonté de puissance, une biopolitique, un biopouvoir. Parce que les hommes nègres ont été ravalés, ont été relégués je cite Membe, au titre de non-hommes, marchandises, hein, comme il dit, des hommes objets, des hommes animaux. Donc, dans la deuxième partie de mon intervention, la race est à la fois une volonté du savoir. La modernité occidentale relève, on peut dire, d'une prétention théologique. L'Occident a créé l'Afrique au niveau épistémologique. C'est-à-dire, mes collègues l'ont signalé, les Lumières, donc Voltaire, Montesquieu, dans cette revue, il y a beaucoup de recensions. J'ai recensé 100 pages de beaucoup d'ouvrages sur la post-colonie, notamment un ouvrage monumental, L'Afrique répond à Sarkozy, où Théophile Obenga analyse comment est-ce que Montesquieu, Voltaire et les autres ont montré comment est-ce que les Lumières n'ont délimité, n'ont circonscrit l'humanité qu'au seul blanc. Les Lumières, ça, nous sommes des rationnels. Non, ce n'est pas vous les Noirs. Et même, pour avoir passé presque 2 décennies de ma vie pour travailler la phénoménologie, par exemple, la philosophie, même des grands philosophes comme Husserl, il dit non, c'est nous, l'humanité blanche, européenne, qui constituons la phénoménalité. On ne peut pas se prononcer, lui encore été un peu diplomate, mais les autres disent que le nègre, et tout le livre de Mbembe travaille sur ça. Le mot nègre, c'est une invention de la modernité pour désigner l'homme noir qui est relégué à l'animalité, à l'objet, à la chosification. Cette création fantasmagorique, c'est le mot de Mbembe, c'est du fantasme, c'est de la folie, c'est la volonté de puissance. Cette création fantasmagorique qui relève d'une volonté pseudo-épistémique, c'est-à-dire créer du savoir, va avoir des conséquences politiques, c'est-à-dire asservir les nègres. Et vous avez raison, Abdoulaye. Le pape, à cette époque, ça date déjà de 1903, je ne vais pas aller dans les détails, le pape, c'était le dieu du monde.
Ah, vous savez, vous avez les lectures, nous on veut voir la télévision. Oui, la télévision va quand même prendre votre temps pour dire des choses qui ne vont pas faire mal. Tant mieux, comme ça, voilà, ça passe. Le pape, Innocent III, on appelle ça les dictatus papae, il dit que Dieu a donné le monde à moi le pape, en 1213. 1215, Innocent III dit que le monde appartient au pape. C'est important. Donc le pape, j'ai écrit dans mes ouvrages, dit allez prendre les nègres, parce que quand les Indiens sont décimés, mais là on en parle ici, Ontario, autre Québec, là ils sont là, avec M. Couillard, tout, mais ça prend des hommes robustes. On va prendre les noirs. Et Bartholoméo de Las Casas, un dominicain, un théologien dominicain, il y avait un grand débat des théologiens à la controverse de Valladolid, hein, entre Sepulveda et Las Casas. Est-ce que les noirs ont une âme? On en est arrivé là. Oh, arrêtez vos lectures, arrêtez ça, oui! C'est-à-dire la création du monde, c'est une création de l'Occident, de la modernité, arrivée au paroxysme de sa puissance et de sa volonté de puissance. Ce ne sont pas des humains, ils n'ont pas d'âme, on va les prendre, on va les amener aux Amériques, et au Canada, aux États-Unis et dans les Antilles. Voyager, ils sont là. Ah, tu ne peux pas dire ça, oui, mais voyager. Jusqu'où on va continuer à avoir la langue de bois. Voilà. Pourquoi? Pour des raisons du ventre, ou bien pourquoi? Nous devons chacun, dans notre mission ici, dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut plus, vu l'aggravation de la crise postcoloniale, les nègres, les Africains, ne peuvent plus seulement continuer le tribalisme là où ils sont, et aussi les minimalismes intellectuels. Un. Deuxième moment. Donc, le nègre, je résume, c'est une création épistémique de la connaissance, mais cette connaissance dit que c'est un non-humain, donc on va le réduire en esclavage. Et la projection militaire suit. Donc, la défaite est double. D'abord, défaite militaire, mais aussi défaite symbolique. Ah, nous, on n'écrit pas, nous, on est de l'oralité. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'imaginez-vous, les gens comprennent l'Afrique, on l'amène aux Antilles, l'écrit, il faut aller à l'école. Donc, les animaux ne parlent pas, ils n'écrivent pas. Donc, c'est l'animalité. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est ce qui s'est passé. Ah, tu ne peux pas dire ça. Oui, je peux le dire. Et je l'écris. Première chose. Deuxième chose. Donc, cette épistémologie, donc cette volonté de puissance, va continuer pendant des siècles. Alors, je commence maintenant rapidement à scander les chapitres de l'ouvrage. Le premier chapitre, il est intitulé « Le sujet de race ». Hein? Donc, le substantif nègre, c'est comme l'antithèse, c'est l'obscurité, c'est tout ce qui est l'antithèse de la raison, de l'humanité, du langage articulé. Le nègre, on ne comprend pas. Hegel, dans La raison de l'histoire, il dit que la raison, c'est-à-dire Dieu, arrivé en Afrique, la raison s'est arrêtée. Il n'y a pas de rationalité en Afrique, c'est écrit. Ah non, on est de l'oralité, mais c'est écrit, allez lire. Vous voyez? Donc, il y a dans le premier chapitre de Mbembe dit que le sujet de race. Donc, dans sa mégalomanie et sa fabulation philosophique, l'Occident a toujours rejeté les nègres en deçà de l'humanité, réservée aux seuls hommes blancs. Et donc, cette relégation en deçà de l'humanité, ça signifie que ce sont des meubles, des choses, des animaux, et qui doivent être traités en tant que tels. Autre chose. Dans la projection, j'ai dit épistémique, retenez ça, et puis politique. C'est toute mon intervention. Donc la volonté de puissance atteint un niveau de savoir, mais c'est un savoir produit par l'humain. D'où ma dernière partie théologique. À un moment donné, c'est tous nos Africains, c'est pas juste à faire les églises avec le jeûne et prière, tout, parce qu'à un moment donné, Mbembe, tous mes livres, c'est un auteur que j'ai travaillé pendant 20 ans déjà. Il provoque Mbembe, il provoque un théologien, il dit que, où était, alors je le cite, dans Afrique indocile, où était le Dieu des nègres, hein? La question des nègres, c'est-à-dire les défaites successives, je cite mot à mot, les défaites successives du Dieu des chrétiens à prendre la cause de la négation de l'humanité des nègres. Ça, c'est Mbembe. En tout cas, un théologien, quand il dit ça, il ne peut pas juste aller se raser les murs. Vraiment, tu dois te prononcer. Mbembe dit oui, les défaites successives du Dieu des chrétiens à entendre la cause de la négation de l'humanité des noirs. Est-ce qu'ils sont ces créatures ou pas? Où est le Dieu des chrétiens? Mbembe pose ça. C'est un auteur qui est allé très loin. Okay. Dans son livre Afrique indocile. Donc, dans la première partie, le sujet des races. Donc, la notion de nègre, je cite, renvoie donc à ces différents versants d'une même trame, d'une même constellation. Davantage encore, elle se réfère à un litige, à un différend. Car, historiquement, il y a bel et bien, je cite toujours, un différent nègre indissociable de l'affaire de notre modernité. Quelque chose est en effet en question dans ce nom, qui concerne de prime abord ce que l'on appelle l'homme dans sa relation avec l'animal, puis la raison dans son rapport avec l'instinct. L'expression raison nègre fait signe à l'ensemble des délibérations concernant la distinction entre l'impulsion de l'animal et la ratio de l'homme,
le nègre étant le témoin vivant de l'impossibilité d'une telle séparation. La modernité ne reconnaît pas l'humanité du nègre. C'est une énigme pour elle. Donc, on peut déjà poser une question en pointillé. De quel droit un humain, mortel, comme un autre, peut s'arroger, les mots sont précis, c'est dans le juridique, s'arroger les prérogatives de Dieu de créer. Parce que le nègre, c'est une création au niveau théologique de la modernité occidentale. Première chose. Alors, dans le deuxième chapitre, je vais aller loin et rapidement, le puits au fantasme, c'est le titre du deuxième chapitre. Il montre et démontre comment est-ce que le mot nègre concentre et cristallise en lui-même les affabulations, les fantasmes, c'est un fantasme, les constructions hégémoniques que la raison blanche des Lumières a mobilisées pour se donner une caution idéologique et politique de l'exercice de la violence physique et symbolique sur ce qu'on a déclaré, sur qui on a décrété la non-humanité, ce qu'on a ravalé à l'animalisation. Et le troisième chapitre qui s'intitule « Différence et autodétermination », je vais aller vite, Mbembe, il reconnaît que les nègres ne sont pas restés passifs. C'est pourquoi tes travaux m'intéressent beaucoup, mais je suis parmi tes lecteurs les plus fidèles. Les résistants, comme Omunyobe, à Sainte-Catherine, on a vu la fille de qui? D'Ernest Wandien, et puis qui était au Ghana, qui a traîné la mort de son père là, et même qui a fini par se suicider. C'est-à-dire, c'est ça aussi la question nègre. Ah, vous savez, vous n'êtes pas dans nos églises. Oui, à un moment donné, le nègre doit se positionner devant Dieu et lui poser des questions. On n'est pas juste dire, ah, vous voyez, non, ici, non, on peut manger la nourriture africaine. C'est pas ça. Alors, il y a aussi le petit secret, 4e chapitre. Donc, je disais que le 3e chapitre, c'est le fantasme, le puits au fantasme. C'est-à-dire, c'est juste une imagination. S'il n'y avait pas des génocides, on devait juste en rire. Mais, aujourd'hui encore, n'est-ce pas qu'ici au Canada, on dit minorité visible. Le syntagme minorité visible montre qu'il y a quelque chose. Alors, on ne va pas faire le procès à la terminologie, mais ça montre qu'il y a encore quelque chose qui traîne là. Vous voyez, la race. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on demande. Oh, bon Dieu, on n'est pas pressé. Mais la race, vous voyez, c'est quelque chose. Aller aux Antilles, c'est étonnant. Donc, dans le 4e chapitre, qui est vraiment décrit avec concision, le petit secret, ce chapitre traite des modalités épistémiques. Abdoulaye l'a déjà dit, je vais aller vite, c'est pourquoi mes deux collègues l'ont déjà dit. Les modalités épistémiques du traitement de la mémoire et des souvenirs du traumatisme colonial dans la textualité nègre. Mbembe parle d'une sorte de phénoménologie de la colonie qui les rapproche de l'expérience du miroir en psychanalyse, Gay l'a dit, parce qu'à travers l'affrontement colonial s'est joué et continue de se jouer le processus de subjectivation politique du nègre chez lui en Afrique et dans les diasporas occidentales, comme le montre le syntagme minorité visible. Or, si on veut garder la logique, mais c'est minorité invisible. C'est pas minorité visible. Et du coup, l'ouvrage est très cohérent. 5e chapitre, intitulé Requiem pour l'esclave, Requiem en latin, Requiem in pace, quand on fait la messe chez les catholiques, Requiem, qu'il repose en paix. Oui, que mon frère ou ma soeur repose en paix après cette vie de misère. Il est temps qu'il repose en paix. C'est dur d'être humain ici dans le monde d'aujourd'hui. Qu'il repose en paix. Vous voyez? Non, mon frère, c'est vraiment sérieux, mon frère. Vous voyez? Requiem pour l'esclave. C'est le 5e chapitre. Vous voyez? Au dire de l'auteur lui-même, et je pense qu'on est au tournant. Moi, d'après mon analyse, le livre pivote sur ce point. Vous voyez, quand, par exemple, ou Bangui, le fleuve Congo, quand les deux sont pareils. Mais quand les deux rivières se rencontrent, vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, pendant 2 kilomètres, il n'y a pas fusion. Donc, il dit lui-même que c'est le sous-sol de tous ces livres. Son niveau 0. Donc, l'esclavage constitue le paroxysme, voire le lieu de cristallisation et de sédimentation de la volonté de puissance de la modernité occidentale. Donc, Mbembe, Gay aussi l'a dit, page 191, il dit que Mbembe, il recourt lui-même à une écriture figurale, erratique, onirique, comme dans les rêves, métamorphique, hétérogène, menaçante, capable d'exploser comme un volcan, en cascade. Il s'agit, lui-même il dit, d'un ordre d'explosion mi-solaire, mi-lunaire.
minuit, mi-jour. Donc, tu vois, et j'ai dit, quand je suis passé à Rogers, c'est bien moi, je disais que, et là, tu vois, jamais ça m'est rassuré, donc mes hypothèses ne sont pas toujours farfelues, je disais que la question de la crise nègre relève de la folie. Donc il faut créer un autre langage pour en passer. Pourquoi souvent moi j'écris comme mangeocratie, foufoucratie et pornocratie. Donc on ne peut pas prendre le même langage pour analyser la question nègre. C'est sérieux. Donc je disais que, je cite encore pour finir, la traite des nègres doit quant à elle être analysée sur le plan phénoménal comme une manifestation emblématique de la face nocturne du capitalisme et du travail du négatif. Du travail du négatif, de destruction, sans lequel il n'a pas de nom propre. Donc, rendre compte de cette face nocturne et du statut du revenant au sein de cette économie nocturne et du statut du revenant au sein de cette économie nocturne exigeait que l'on recourt à une écriture figurale. Voilà un peu rapidement mes collègues Meredith et Gay ont vraiment montré. Alors, Gay a déjà montré qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste dire que classe, c'est race. Hein, il a parlé de l'Europe, on ne peut pas revenir. Mais, je termine en ouvrant. Alors, j'ai souvent deux casquettes. Ça, j'ai fini la posture philosophique. Maintenant, la posture théologique, c'est ma posture préférée. C'est celle que j'aimerais qu'on écrive sur ma croix. Je m'attends, mais je ne sais pas où ça va se passer. Alors, la question est celle-ci. Dans un mois, je vais sortir un ouvrage décisif. Peut-être c'est le dernier. Où j'essaye de restituer 20 ans de recherche. J'ai été formé ici en Occident. La moitié de ma vie, je l'ai passé ici. D'abord dans la formation et dans la recherche. Et cet ouvrage, curieusement, a pour titre « Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale ». J'ai eu accès à l'ouvrage de même jusqu'à quand je corrigeais les épreuves. Donc j'ai validé, j'ai dit que bon, mais je parle comme historien. On peut dire ça quand même, hein, comme historien. Mais la philosophie et la théologie ont quelque chose à dire sur la question de la modernité et des Noirs. Alors, aux gens qui pensent que lire, ça va encore la peine, que regarder aussi la télévision, les gens sont libres. Hein. Mais je me situe à un niveau de l'avenir un peu loin. Et c'est là que je voulais dire que ce centre, après 7 ans de travail, il y a une grande fierté, une grande joie, à moi, mais aussi à tous les collaborateurs que j'ai déjà cités. Parce qu'avec cette revue Afroscopie, j'ai vu aux Antilles, à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, devant tous les grands du pays, quoi, les chambres de police, chambres du commerce, Rotary, francs-maçons, ils viennent là. Je leur parle de ce que je fais, de ma lecture théologique et philosophique de la crise africaine, et j'ai envoyé les gens qui me lisent à leur rapport, ils disent oui, ça fait des années qu'on ne nous a pas parlé comme ça, c'est brillant. C'est eux qui ont fait le compte rendu, hein. Et on a aussi dit des choses positives de nous-mêmes d'abord en commençant. Et j'ai vu que dans cet ouvrage, bien sûr, on est toujours formé. Et c'est ça aussi les Africains me disent, tu as dit, les peuples qui ne veulent pas penser à l'écriture pour fixer. Tu as été en Afrique, janvier il y a 3 mois. Ne fût-ce que dire ça, on peut t'empoisonner. Je n'exagère pas. Et dans la diaspora, oui, même ici dans la diaspora, je n'ai pas que des amis. Alors, ça c'est normal, mais dans cet ouvrage, je termine. J'ai découvert des choses, c'est-à-dire la façon dont la modernité occidentale va vers Dieu, c'est pourquoi les églises se vident. Bien sûr, il faut un peu être patient. On appelle ça là mathésis universalis. Ça signifie, il y a les mathématiques avec leur logique, et on veut que Dieu se soumette à notre façon de faire. Mais il ne va pas le faire. S'il est Dieu, il ne va pas le faire. Donc c'est pourquoi la crise s'explique ici. Mais, pour les Africains, toujours dans cet ouvrage, alors bien sûr c'est un ouvrage de phénoménologie, je m'appuie sur 3 auteurs, Marion, Balthazar, Michel Harry, qui sont les 3 grands aujourd'hui en Occident, certains m'ont enseigné, pour dire que nous, Africains, et je termine par là, nous devrions, à un moment de notre trajectoire sur cette terre, de notre trajectoire éphémère, il me semble, nous poser des questions. Nous ne pouvons plus être aussi médiocres. Si une diaspora comme la nôtre, à 75%, c'est le tribalisme, comment je peux empoisonner un tel? Pour qui se prend? Qu'est-ce qu'on a fait avec ces textes? Si c'est ça notre niveau de pensée, c'est grave parce que l'esclave qui oublie sera encore réduit à l'esclavage. Et ça, c'est encore pire. Or, la Bible, depuis l'Exode, Dieu conteste l'esclavage. Exode. J'ai vu la misère de mon peuple. Et je termine par ça. Le 13 décembre, nous aurons un colloque ici. Ça sera le plus grand colloque de ma vie et de ce centre. Dieu et l'Afrique. J'ai déjà envoyé les textes. Le père Kiboenke, qui est curé à Aksubari, il a dit « J'ai vu la misère de mon peuple. Le jour où les Africains, je pense que j'ai dit dans Roger, c'est comme si Dieu a comme un papyrus, qu'on appelle ça un rouleau, un texte qu'il réserve aux Africains, mais il fait ça les Africains.
Parce que, même, ce qui n'est pas approfondi sur la Bible, il doit passer 40 ans au désert. Hein. Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit, non, viens, tu vas prendre une tétée, tu vas prendre le sein, et puis c'est gentil. Ce n'est pas seulement ça, parce qu'il n'allait pas mettre son fils là. Donc le fait que le Christ est crucifié pose des questions redoutables pour les humains, surtout ceux qui veulent usurper la place de Dieu au nom d'une rationalité économique et d'une violence militaire. Et pourtant, quand nous sommes là exposés au salon funéraire, vous me passez cet exemple, oh, j'ai mes assurances, non. Donc déjà, le langage est biaisé. Si nous sommes en vie, au moment où je vous parle, et ça c'est fort, c'est pourquoi j'ai voulu écrire cet ouvrage qui valide une bonne partie de mon œuvre, où j'ai été formé avant de prendre le tournant prophétique, toujours à partir de la main de la parole. Qu'est-ce que l'Afrique peut lire la Bible indépendamment d'autres influences pour être debout? Parce que le but de la foi et de toute théologie, c'est être debout devant Dieu. Il y a ce récit d'Ézéchiel 37, où les ossements qui sont desséchés, Dieu dit au prophète, prononce le souffle, que le souffle vienne sur les ossements. Les os, comme dans les cimetières. Et puis les os se rassemblent. On a lu pour la messe de ton frère, Thomas. Et puis, Dieu dit toujours, écoutez bien la prophétie, attention, c'est Dieu qui dit, souffle maintenant, demande que le souffle vienne des 4 vents. Et il y a la chair, souffle encore. Et les gens sont debout pour adorer le Seigneur. Et ça, c'est important. Donc la théologie, Achille Mbembe a fait une déconstruction historique, la théologie et la philosophie ont quelque chose à dire. Et j'ai apporté ma contribution personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, dans le livre qui va sortir dans un mois. Je vous remercie.